Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la brèche. Le juge Emmanuel Ouedraogo est l'invité de ce dimanche. Magistrat de carrière, ancien président du tribunal de travail de Bobo Dioulasso, puis du tribunal de grande instance de Koudougou. Il a également occupé les fonctions de directeur de cabinet, puis de conseiller technique du ministre de la Justice. Actuellement conseiller à la cour d'appel de Ouagadougou, le juge Emmanuel Ouedraogo est le secrétaire général du SAMAB, le syndicat autonome des magistrats burkinabés. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, M. Jérémy. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous, merci. Nous avons 1 heure pour décrypter, commenter et analyser l'actualité nationale et internationale. Mais avant, je voudrais que l'on se donne quelques minutes pour parler de vous, à commencer par votre carrière. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la robe de magistrat que vous portez à Banfora en 2001, lorsque vous avez commencé votre carrière, est toujours la même que celle que vous portez aujourd'hui, conseiller à la cour d'appel, ou bien est-ce que cette robe a terni, est-ce qu'elle a été délavée par le temps, est-ce que vous avez perdu vos illusions? Alors, merci bien, M. Jérémy. Et je dirais que quand je rentrais dans la magistrature, je suis rentré avec vocation. Parce que dès que j'ai terminé mes études en 1999, au niveau de l'université de Ouagadougou, eh bien, j'ai passé le concours directement 1 mois à peine après ma soutenance. Et j'ai été admis à ce concours. Alors, c'est vraiment le métier que j'ai voulu aborder dès le départ, quand j'ai quitté les bancs. Aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas désillusionné, mais tout de même, il y a beaucoup de motifs d'insatisfaction liés à un certain nombre d'insuffisances constatées dans l'exercice de cette profession. Mais tout de même, je garde cette vocation. Vous êtes aussi le secrétaire général du SAMAB, le syndicat autonome des magistrats burkinabés, je l'ai souligné tantôt. Quel sens vous donnez à votre engagement militant, à votre engagement syndical? Alors, vous savez très bien que la justice est le poumon de la République, parce que c'est la justice qui est le dernier rempart de la société. Alors donc, ça demande quand même que l'institution présente une certaine image, que l'institution donne des garanties de crédibilité pour que la population puisse croire en cette institution et vienne vers elle pour poser donc les problèmes, tant en rapport avec les personnes qu'avec l'État et ses démembrements. Alors les syndicats, en réalité de la magistrature, ont pour mission non seulement de défendre les intérêts matériels et moraux des magistrats, donc des militants syndicaux, mais aussi de défendre les principes cardinaux de la profession, à savoir, pour ce qui concerne les magistrats, le principe d'indépendance, et de veiller à ce que, par le canal de la sensibilisation, les magistrats respectent la déontologie qui s'impose à eux. Alors, on aura le temps de revenir sur ces aspects. Pour l'instant, je note que pour une partie, en tout cas de l'opinion, le syndicat que vous dirigez a une proximité, en tout cas historiquement, avec l'ancien régime. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un héritage que vous assumez? Alors là, je réagis immédiatement pour dire que le SAMAB n'avait aucune proximité avec aucun régime. Il faut savoir tout simplement que ces étiquettes sont souvent données aux syndicats, tout simplement par rapport peut-être à au fait que certains militants se sont retrouvés à des postes de responsabilité. Et donc, on attache une étiquette directement comme s'il y a effectivement une compromission entre le syndicat et le régime. Il n'y a aucun rapport de proximité particulière entre le SAMAB et l'ancien régime. Donc, il faut que je le précise d'emblée. Il faut dire que malheureusement, cette étiquette nous est collée, et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a à chaque fois eu cette malchance d'avoir des déclarations tendancieuses dans ce sens, venant de politiques ou de différentes adversités. Alors, il se dit que l'action syndicale des magistrats burkinabés est enfermée dans une logique, quelque part, de corporatisme étriqué, à telle enseigne qu'ils finissent par perdre de vue, en tout cas, les attentes de justice du peuple
pour lesquels ils ont en tout cas été mandatés. Je dirais peut-être que c'est la perception, qui n'est pas forcément la réalité, hein. Vous savez très bien que la justice, à plusieurs occasions, a été décriée. Si je repars depuis 1998, après la mort de Norbert Zongo, la justice était au centre donc des polémiques en raison du fait qu'on estimait que la justice était le maillon faible de la République en raison de la corruption, en raison donc de l'incompétence, de la lenteur, etc. Et c'est ce qui a amené le Conseil supérieur de la magistrature à l'époque à organiser le Forum national sur la justice, qui a fait des recommandations, malheureusement, qui n'ont pas eu de suite. Après, c'est le Collège des sages qui a fait également des recommandations demandant qu'on renforce la justice à travers le Conseil supérieur de la magistrature, où il fallait faire des réformes profondes pour éviter que la justice soit en réalité le valet de l'exécutif. Et après ça, vous vous souvenez, après l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, la justice était encore interpellée. Et c'est ce qui a donné lieu à l'organisation des États généraux en 2015, en début 2015, et à la suite desquels on a adopté le Pacte national pour le renouveau de la justice, à l'intérieur duquel on a des engagements qui s'est voulu être différents des anciens forats où c'était de simples résolutions. Le pacte s'est voulu être un engagement. Et c'est du reste la raison pour laquelle beaucoup d'acteurs sociopolitiques l'ont signé, y compris bien sûr le pouvoir en place actuellement. Eh bien, il faut dire que la justice, effectivement, à chaque fois a été mise dos au mur. Et comme quelqu'un l'a dit, on s'est retrouvé obligé de nous défendre parce que nous n'avions pas quelqu'un pour nous défendre. C'est ce qui a amené les magistrats, les syndicats des magistrats, à prendre donc à bras le corps la question de la défense du corps de la magistrature. Je ne dirais pas qu'il s'agit de corporatisme. Je dirais plutôt que c'est une défense légitime, de mon point de vue, c'est une défense légitime qui commande que les magistrats arrivent à montrer aux yeux de l'opinion que la volonté réelle de travailler à la satisfaction des attentes de la population en matière de justice existe et que nous en avons conscience. Malheureusement, comme vous savez aussi dans le fonctionnement de toute république, la justice est très souvent utilisée, bon an mal an, par l'exécutif, qui utilise donc soit un discours qui tend à justifier à chaque fois les insatisfactions en matière de justice sur les acteurs, alors que très souvent, si on pousse la réflexion très loin, on se rend compte que soit la justice manque de moyens réels pour pouvoir atteindre les objectifs attendus, soit il y a des actions qui ne sont pas visibles aux yeux de l'opinion, qui en réalité ont un impact négatif sur le bon fonctionnement de la justice. Alors on a 3 syndicats pour défendre les intérêts matériels et moraux de quelques 500 magistrats. On dit que comparaison n'est pas raison, mais lorsque vous faites le constat que vous avez 3 à 4 syndicats pour faire la même chose en ce qui concerne à peu près 19 000 à 20 000 agents de la santé, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que quelque part au niveau de vous, les acteurs de la justice, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Non, je pense que le pluralisme syndical doit être plutôt un avantage. C'est un avantage parce qu'il y a plusieurs sons de cloche. Le syndicalisme également a plusieurs variantes qui font qu'on n'est pas obligé de penser de la même manière. Oui, pour le pluralisme syndical, oui. Mais lorsque pour 500 personnes on a besoin de 3 syndicats, on s'interroge. Non, je pense plutôt qu'on devrait plutôt s'interroger sur les actions. Qu'est-ce que les syndicats posent comme action qui pourrait donner lieu à interrogation? De mon point de vue, c'est vrai que la division qui a existé pendant longtemps au niveau donc, des syndicats peut peut-être vous donner raison quant à ces interrogations, mais l'actualité a montré que les syndicats actuellement travaillent à avoir une certaine vision commune. Et il y a une entente parfaite entre les 3 syndicats de la magistrature. Alors, est-ce que vous voulez voir une fusion? Est-ce que c'est envisageable? Bon, peut-être que c'est envisageable pour l'avenir. Pour défendre les intérêts des magistrats? Pour défendre, bien sûr, les intérêts des magistrats dans leur ensemble, tout à fait. Et de la justice. Contre les intérêts du peuple? Pas du tout.
Pas du tout. Les magistrats ne sont pas en dehors du peuple. Les magistrats sont également des enfants de tout le monde. Nous sommes dans la réalité quotidienne du peuple burkinabé. Nous vivons les soucis du peuple burkinabé. Mais la mission est une mission qui commande aux magistrats de porter une très lourde responsabilité. Et cette lourde responsabilité, c'est un mandat. C'est un mandat de rendre justice, d'être garant des libertés individuelles et collectives de cette population. Et à ce titre donc, la lourdeur de cette responsabilité nous oblige très souvent à exiger le minimum de conditions nécessaires pour pouvoir réussir donc cette mission. Alors, vous avez parlé tantôt du renouveau de la justice, le pacte qui a été signé. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur de la justice, vous avez le sentiment que ce renouveau-là est au rendez-vous? Alors, c'est vrai que depuis 2015, nous l'avons rappelé d'ailleurs lors donc, de notre 12e congrès qui s'est passé à Ouaga ici le 1er juin, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été opérées. Et ces réformes ont été opérées depuis la transition à travers donc, les textes qui ont été adoptés. Il en est ainsi pour les deux lois organiques 049 et 050, portant respectivement organisation, attribution, fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature d'une part et statut de la magistrature d'autre part. Il y a également la loi constitutionnelle 072 qui a révisé la Constitution et qui a déconnecté le Conseil supérieur de la magistrature de l'exécutif, ce qui explique qu'aujourd'hui, le président du FASO et le ministre de la Justice ne sont plus membres donc, du Conseil supérieur de la magistrature. Ces réformes, effectivement, constituent une avancée significative du point de vue de la garantie de l'indépendance de la magistrature. Mais malheureusement, compte tenu du fait que les textes seuls ne peuvent pas suffire, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui existent, liés au fait que la matérialisation de ce qui a été prévu par ces textes n'est pas totalement au fait donc de ce qui est attendu. Du reste, les deux lois organiques 049 et 050 sont en déphasage avec la loi constitutionnelle, avec la constitution actuelle révisée par la loi 072. Donc, il faut relire forcément les deux lois organiques pour les mettre au même niveau que la constitution actuelle. Donc, il y a encore du chemin à parcourir pour pouvoir aboutir en tout cas à une réforme conséquente. Alors, on reste sur les questions de justice, mais en nous intéressant cette fois à des sujets d'actualité, à commencer par cette mise à la retraite anticipée de la présidente du Conseil supérieur de la magistrature et du procureur de la Haute Cour de justice, Armand Ouedraogo, pour en tout cas faute grave, manquement grave présumé en tout cas à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Ironie du sort, suite justement à la décision d'un conseil de discipline qui a été lui-même mis en place par le CSM lui-même. Comment est-ce que vous analysez ces faits? Alors, il faut dire que, comme je le disais tantôt, la justice a longtemps été fustigée. Et en raison du fait que la justice a été fustigée, lorsque, effectivement, le chef de l'État a bien voulu mettre en application les textes qui avaient été adoptés sous la transition, donc notamment le statut de la magistrature et la loi sur le CSM, eh bien, les magistrats se sont retrouvés également aux yeux des Burkinabés comme étant ceux-là qui ne méritent rien parce que la justice, en fait, ne répond pas aux attentes de la population et c'est à eux qu'on accorde des avantages excessifs. Et donc, il fallait une profession de bonne foi. Et cette profession de bonne foi a été posée au niveau donc, du Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil supérieur de la magistrature a voulu marquer l'opinion en montrant aux yeux de l'opinion qu'en réalité, les magistrats ne sont pas peut-être comme ce que les gens pensent. On veut bien mettre de l'ordre dans la maison. Alors, et ce qui a amené le Conseil supérieur de la magistrature à mettre en place donc, la commission d'enquête qui a mené donc, ces investigations sur les manquements éventuels à la discipline et à la déontologie. Malheureusement, il faut le dire, le format n'a pas été bien réfléchi parce qu'en réalité, quand on analyse, la mise en place de la commission d'enquête ne correspond
à aucune disposition légale. Donc, ce n'est pas en application ni de la loi portant statut de la magistrature, ni de la loi qui organise le fonctionnement du CSM, qui prévoit la possibilité de mettre en place cette commission. Mais du reste, la commission... Vous étiez tous partie prenante quand même de cette commission. Oui, le syndicat était partie prenante, sans pour autant forcément que ce soit une opinion partagée au niveau donc, de notre syndicat. Mais vous savez que le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne sur la base de délibération et de vote. Et donc, lorsque la majorité l'emporte, donc la décision est considérée comme prise et elle s'exécute. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens que cette commission a été mise en place. Et la commission a été mise en place, elle a fait son travail. Malheureusement, la manière même dont la commission a fonctionné a péché à divers niveaux. Parce que y a plein de règles de procédure qui n'ont pas été respectées. Et il y a eu une sorte de discrimination que nous avons du reste dénoncée. Parce qu'il y a des gens pour lesquels donc, des plaintes ont été posées, mais la commission d'autorité a décidé donc de les écarter. Et par ailleurs, il y a eu aussi le fait que certains n'ont pas été entendus par la commission. Et on se pose la question, c'est sur quel élément la commission a pu établir leur présumée culpabilité pour décider qu'ils doivent passer en conseil de discipline. Alors donc, nous avons en tout cas dénoncé certaines irrégularités de ce genre. Maintenant, venons au conseil de discipline. Quand le conseil de discipline a commencé ses travaux, on s'est aperçu en réalité, puisqu'il était question que les membres de la commission d'enquête ne prennent pas part aux travaux du conseil de discipline. Parce qu'il y a un principe cardinal qui veut que lorsque vous avez instruit un dossier, c'est ce qui explique d'ailleurs que les juges d'instruction ne peuvent pas monter aux audiences concernant les dossiers pour lesquels ils ont instruit. Alors, on n'a pas compris pourquoi certains membres de la commission, puisqu'il y en a qui ont décidé d'eux-mêmes de ne pas prendre part donc, aux travaux du conseil de discipline, on n'a pas compris pourquoi certains ont décidé sciemment de prendre part aux travaux de la commission du conseil de discipline. Alors qu'ils ont pris position. Quand vous prenez le rapport, il ressort clairement qu'ils sont affirmatifs sur les incriminations à l'encontre des magistrats qui devaient passer en conseil de discipline. Alors donc, il y a des garanties qui n'ont pas été respectées. La loi 049 elle-même pose le principe que les membres du Conseil supérieur de la magistrature doivent veiller donc à œuvrer pour respecter le principe d'impartialité. Malheureusement, ce principe a été bafoué. Et pour même leur permettre de siéger, le Conseil supérieur de la magistrature a procédé par une délibération en votant. Et ses membres ont pris part au vote, en violation également de la loi 049, qui prévoit, notamment aux articles 48 ou 47, que lorsque le Conseil délibère, eh bien, les membres ne doivent pas prendre part lorsqu'ils sont concernés par la délibération. Alors donc, il y a pas mal de violations, sans oublier même que dans la manière dont le Conseil de discipline a fonctionné, manifestement, il apparaissait clairement qu'il y a comme une sorte d'acharnement ou une sorte de volonté d'atteindre des objectifs que seules certaines personnes peuvent expliquer. Alors, avec toutes les explications que vous donnez aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire actuellement, avec les erreurs de procédure que vous avancez comme élément d'information, est-ce que c'est acté aujourd'hui que la présidente du CSM et le procureur Armand Ouedraogo sont effectivement mis à la retraite anticipée? Est-ce que c'est un fait qui est consommé? Bon, c'est une décision qui doit être notifiée en la forme administrative et conformément donc à la loi 049, la décision ne prend effet qu'à partir du moment où la décision a été versée dans le dossier individuel de l'intéressé. Alors donc, ce qui veut dire qu'il y a des formalités encore à respecter pour pouvoir en arriver là. Et du reste, il y a aussi la possibilité qui est offerte aux intéressés d'exercer donc un recours auprès du Conseil d'État. On se pose aussi des questions sur cette décision rendue quand même par le Conseil d'État pour appeler notamment le Conseil de discipline à surseoir à ces délibérations, le Conseil de discipline qui est quand même passé outre
la décision du Conseil d'État, si les magistrats eux-mêmes, je ne suis pas acteur de la justice, mais le sentiment qu'on a, c'est qu'eux-mêmes, ils se mettent en porte-à-faux avec la loi, où est-ce qu'on va? Bon, en fait, le Conseil de discipline a apprécié, ça c'est, je respecte la position du Conseil de discipline, même si je ne partage pas forcément la décision. Il faut dire simplement que la décision du Conseil d'État consistait à dire que la commission d'enquête, son rapport qui est censé être à l'origine de la saisine donc, du Conseil supérieur de la magistrature à travers son organe de discipline, le Conseil de discipline, ce rapport-là, on doit surseoir à son exécution. Ce qui signifie naturellement que le sursis à exécution de ce rapport emporte le sursis à exécution des actes subséquents, c'est-à-dire tout ce qui constitue acte ayant pour support les travaux de cette commission. Malheureusement, le Conseil de discipline n'a pas entendu cette question dans ce sens et a estimé que à partir du moment où on a dépassé l'étape du rapport et qu'on en était au stade du Conseil de discipline, évidemment, cette décision devient à la limite sans objet. Donc, c'est dans ce sens que ce Conseil de discipline a décidé de passer outre cette décision donc, du Conseil d'État. On se souviendra également que le procureur Armand Ouedraogo avait clairement signifié qu'il ne se présenterait pas, en tout cas, devant le Conseil de discipline présidé par le juge Abdoulaye Bari. Entre autres griefs formulés à l'encontre de ce haut magistrat, il y avait un peu ces accusations qui avaient été portées par Armand Ouedraogo contre le juge Bari pour comportement, entre guillemets, on va dire, pas très catholique dans le dossier David Ouedraogo. Notamment, il lui reprocherait d'avoir tordu le cou à la justice dans l'affaire du faux procès verbal donc d'audition de David Ouedraogo, dans laquelle 2 gendarmes étaient en tout cas impliqués. Comment est-ce que vous avez reçu ces arguments? Bon, je pense que c'est des arguments qui découlent de l'opinion du procureur général. Du reste, je tiens à préciser que, conformément toujours à la loi 049, la loi organique qui réglemente donc le Conseil supérieur de la magistrature, personne n'est obligé de comparaître devant le Conseil de discipline. Voilà. Vous pouvez ne pas comparaître devant le Conseil de discipline, mais le Conseil de discipline peut est habilité donc à statuer en votre absence et sa décision sera réputée contradictoire. Alors, donc, maintenant, les arguments qui tendent à remettre en cause personnellement Bari Abdoulaye, je pense que ça n'engage que voilà, l'auteur donc, de ces arguments. Maintenant, de mon point de vue, je pense que, évidemment, au stade où, effectivement, il posait la préoccupation, il était clair que le Conseil de discipline était déjà décrié sur plusieurs points et il était quand même nécessaire pour ce Conseil de discipline donc de prendre du recul, pour éviter effectivement que la perception négative qu'on a de son fonctionnement n'impacte sur les résultats donc, de ces travaux. Vous avez certainement appris que le chef de l'État lui-même a écrit au président donc, du Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer des illégalités, des voies de fait qui lui étaient parvenues en termes d'information. Et la présidente donc, du Conseil supérieur de la magistrature a demandé à ce que le Conseil de discipline sursoive à ces travaux pour pouvoir régler justement ces dénonciations qui ont été faites. Malheureusement, le Conseil de discipline a décidé de passer outre. C'est le lieu à présent d'aborder le dossier d'extradition de François Compaoré. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris demande en tout cas à la partie burkinabé des éléments matériels et précis et a renvoyé le dossier au 3 octobre prochain. Quelle lecture vous avez de cette décision? Bon, il faut dire peut-être concernant ce dossier que lorsque l'on regarde la décision, il y a un certain nombre d'arguments qui ont été développés par François Compaoré, des arguments de forme et de fond. Au niveau des arguments de forme, on peut retenir 3 éléments. Le premier élément, c'est que
il invoque donc les dispositions du Code de procédure pénale burkinabé pour dire que, selon donc les dispositions de ce Code de procédure pénale, en principe, il devrait être inculpé avant l'émission des mandats d'arrêt et qu'il n'a été entendu que comme témoin et qu'il n'a pas été inculpé dans ce sens, il ne devrait pas avoir mandat d'arrêt, donc il y a vice de forme. Il relève également qu'il y a un doute sur l'auteur du mandat, qui serait, selon ce qui ressort des arguments, signé par le procureur du Faso, Maïssa Sérémé. Et le troisième élément qu'il invoque, c'est que le mandat n'est fondé sur aucun élément précis par rapport donc aux faits matériels qui justifient l'émission donc du mandat. Ça, ce sont les arguments de forme. Au niveau des arguments de fond, il avance d'abord que le mandat a été émis pour des raisons politiques. Il y a une série d'argumentaires tirés du fait que c'est à défaut de poursuivre Blaise Compaoré, que on cherche à l'atteindre, lui, son petit frère. Ensuite, il fait référence au fait que le procureur du Faso est la sœur de Maïssa Sérémé, qui est parmi donc, les opposants au régime de Compaoré. Ensuite, Sarah Sérémé, oui, la sœur de Maïssa Sérémé, qui est Sarah Sérémé, oui. Tout à fait. Alors ensuite, il parle d'instrumentalisation en rapport avec justement le terrorisme, on accuse le régime déchu, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des moyens pour pouvoir atteindre François Compaoré. Donc ça, c'est le premier élément de fond. Le deuxième élément de fond, il invoque l'absence de double incrimination, puisqu'il estime que les faits d'incitation à assassinat qui sont l'incrimination à lui reprochée ne sont pas prévus par le droit français. Voilà. Et que, conformément justement aux engagements de la France, évidemment, il faut que cette incrimination soit prévue par la loi française avant que les juridictions françaises ne puissent effectivement accepter donc d'extrader. Le troisième élément de fond, il invoque le fait effectivement qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Il avance du reste que rien n'a été produit dans le dossier pour démontrer qu'il y a des éléments nouveaux qui permettent donc de rouvrir donc, le dossier. Et en dernier lieu, il invoque également le fait qu'il n'y a pas que les juridictions burkinabées ne peuvent pas statuer en respect du principe d'équité. Et il invoque un certain nombre de rapports qui mettent en cause les juridictions burkinabées en matière de corruption. Il relève également les conditions inhumaines de détention au niveau donc, des maisons d'arrêt au Burkina Faso. Donc il y a une série d'argumentaires de ce genre qui sont invoqués. Les juges français, je crois, sur la base donc, de ces arguments et sur la base d'un certain nombre de textes, notamment le Code de procédure pénale français et la Convention européenne des droits de l'homme, ont demandé à l'État burkinabé d'apporter des éléments complémentaires. D'abord, ils ont demandé, puisque le procureur général de la juridiction française a rappelé qu'il y a un accord d'extradition qui était en signature entre le Burkina Faso et la France. Donc la Cour a demandé au ministère de la Justice français de l'informer de la période à laquelle cet accord va commencer à produire ses effets. Et également, à l'égard de l'État burkinabé, la Cour a demandé à l'État burkinabé d'apporter les éléments matériels précis qui démontrent l'implication de François Compaoré dans le cadre donc des 4 assassinats. La Cour a demandé également à l'État burkinabé de produire l'acte qui a été à l'origine de la réouverture du dossier le 7 avril 2015. C'est-à-dire puisque la Cour estime que l'ordonnance en fait, du juge n'a pas été produite dans le dossier et que dans le dossier, il n'y a pas d'éléments précis qui démontrent les actes matériels sur la base desquels, effectivement, on a émis le mandat d'arrêt. La Cour a demandé également qu'on produise les textes burkinabés qui fondent l'émission des mandats de façon générale et
du mandat d'arrêt en particulier. Je pense que certainement, c'est en référence, bien sûr, à notre code de procédure pénale. Et enfin, je crois, la Cour a demandé à l'État burkinabé de produire également les textes qui montrent qu'il y a la possibilité de réaménagement de la peine d'emprisonnement à vie. Puisque parmi ces arguments, François Compaoré a relevé que la peine de mort, si la France autorise l'extradition, la France viole ses engagements internationaux au regard, bien sûr, de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien, si le Burkina Faso applique la peine de mort, la France ne peut pas extrader. Et que du reste, même si ce n'est pas la peine de mort et qu'il advenait que ce soit la peine d'emprisonnement à vie, eh bien, à partir du moment où il y a une jurisprudence de la Cour européenne qui commande que même l'emprisonnement à vie doit être accompagné également de possibilités de réaménagement de peine, comme par exemple la libération conditionnelle. Donc la Cour a demandé à l'État burkinabé d'apporter des éléments permettant de savoir si dans la loi burkinabé, la loi de procédure pénale burkinabé, est-ce qu'il y a des aménagements possibles comme la libération conditionnelle prévue pour ce qui est de la peine d'emprisonnement à vie. Donc voilà un peu, grosso modo, le résumé que je peux faire de cette décision, qui, de mon point de vue, je ne ferai pas de commentaires particuliers, mais je dirais tout simplement qu'il appartient à l'État burkinabé de mettre tout en œuvre pour produire les éléments qui sous-tendent, bien sûr, l'émission de ce mandat. Alors, l'autre dossier judiciaire emblématique, c'est le dossier de Pouche du 16 septembre, ouvert depuis le 28 février dernier. On a le sentiment que c'est un serpent qui se mord la queue. On tourne en rond depuis lors et jusqu'à présent, les débats, en tout cas quant au fond, ne sont pas encore menés. La nouvelle date qui nous a été donnée, je pense que c'est courant juin, je ne me rappelle plus de la date, mais toujours est-il qu'on va de report en report. Comment est-ce que vous appréciez aussi ce procès qui, au demeurant, paraissait clair et limpide pour tout le monde et qui finalement se révèle être un véritable casse-tête dans le rendu, en tout cas, de la justice? Oui, alors, vous me donnez l'occasion de dire d'emblée qu'il faut qu'on évite de dépassionner les débats lorsqu'on est face à des procédures judiciaires. Vous savez, en réalité, le principe d'indépendance de la justice commande que la population comprenne les enjeux qu'il y a au travers ces exigences, qui ne sont pas seulement le fait de la législation burkinabé, mais aussi des textes internationaux. C'est des principes internationaux que chaque État civilisé doit respecter. Et donc, lorsqu'il y a une procédure, il ne faut pas être pressé au-delà de ceux qui sont chargés du dossier. Il y a des voies et moyens, en fait, il y a des moyens qui sont invoqués par les protagonistes de la procédure. Il faut respecter aussi, parce que je pense que les juges qui sont chargés de l'affaire, c'est à eux qu'il revient d'examiner les moyens qui sont soulevés par les parties. C'est peut-être parce que les Burkinabés sont quelque part échaudés par le syndrome des dossiers pendants, qui sont restés pour en tout cas un certain nombre de dossiers pendants depuis près de 20 ans, 30 ans pratiquement. Donc aujourd'hui, lorsqu'on s'engage dans une procédure et qu'on ne voit pas le bout du tunnel, on a le sentiment qu'on répète les mêmes logiques, on va se retrouver dans les mêmes situations. Oui, mais je pense quand même qu'il y a une évolution quand même qui est perceptible. Hein. Il y a une évolution qui est perceptible. Aujourd'hui, tout le monde quand même est unanime qu'avec les réformes qui sont intervenues, il y a une avancée significative pour ce qui concerne le fonctionnement de la justice. Ce n'est pas parfait, je suis d'accord, mais il y a quand même une avancée. Alors, de ce point de vue, je pense qu'il faut accepter que les procédures soient respectées. Parce que vous savez, si on cavale et qu'on rend des décisions, vous-même vous avez dit que c'est clair, ça suppose qu'on préjuge. Il n'y a pas lieu de préjuger. Il faut laisser les juges trancher parce qu'il y a des principes que l'on doit respecter. Il y a des règles de procédure et c'est souvent les règles de procédure qui font traîner les dossiers.
Mais on ne peut pas sauter ces règles de procédure, parce qu'en violant les règles de procédure, vous savez, après justement, quand on aura fini avec les juridictions nationales, eh bien, les personnes mises en cause ont la possibilité de saisir les juridictions internationales qui peuvent remettre qui peuvent rendre des décisions qui mettent en cause les décisions rendues par les juridictions nationales. Alors donc, pour éviter de se retrouver effectivement dans des situations pareilles, parce qu'on reviendrait en arrière si à cause du fait qu'on a mal géré une procédure, on remet en cause après toute une panoplie de moyens mis en œuvre. Vous savez que le tribunal militaire, les moyens qu'on met pour son fonctionnement aujourd'hui, c'est assez énorme pour le budget national. Donc il faut permettre à ce que cette juridiction fonctionne suivant donc les règles. Et je pense quand même que ceux qui suivent un peu les procès qui se déroulent au niveau de la Cour pénale internationale voient combien ça traîne. Des années, ça peut, si vous prenez le procès Gbagbo, ça fait déjà combien d'années? 7, 10, 8 ans. Donc, il faut accepter que, je ne dis pas que le tribunal militaire doit traîner autant, mais tout de même, il faut permettre à cette juridiction de fonctionner. Et chacune des parties dispose aussi de marge de manœuvre pour soulever des moyens. Il faut permettre à ce que chacun fasse valoir son droit. Mais est-ce que vous comprenez quelque part la désillusion ou cette forme de désespoir des justiciables qui ont le sentiment véritablement que vous, les magistrats, on vous a donné les moyens qu'il faut. À titre personnel, vos salaires ont été révalorisés. La justice elle-même dispose de moyens. Vous avez les moyens de votre indépendance. Et cette indépendance, on a le sentiment qu'elle s'est transformée en bataille de chiffonniers, tel que ce qu'on a observé notamment au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Quant au dossier pendant, ça n'avance pas. Finalement, on s'interroge. Est-ce que vous comprenez un peu le désemparement des citoyens? Parce que le discours que vous faites, les gens ne le comprennent pas nécessairement. Tous les éléments techniques que vous avancez, les gens ne le comprennent pas nécessairement. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et malheureusement, c'est cette perception que nous devons travailler à changer. Et cette perception, nous ne pouvons la changer par le simple fait de l'efficacité dans le travail. Il y a aussi un effort que l'on peut demander à cette population de comprendre en fait comment fonctionne la justice. Parce que le fonctionnement de la justice, il faut reconnaître, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Et ce qui explique aussi les récriminations qui sont faites à l'encontre de cette institution. Et je comprends effectivement que nous avons un passé lourd. Mais ce passé lourd, il y a quand même des efforts qui sont faits depuis la transition pour amener ce changement qui n'est qu'un processus. Je peux dire que nous sommes au début. Hein? Vous voyez, de 2015 à 2018, ça fait à peine 3 ans. Il nous faut du temps pour permettre de consolider les acquis que nous avons obtenus à partir des réformes que nous avons eues sous la transition. Et donc, moi, je comprends personnellement les préoccupations, mais je reste optimiste qu'au bout du compte, la population comprendra que les magistrats ne sont pas d'aussi mauvaise foi qu'on le pense. Parlons des dossiers de crimes économiques, par exemple. L'opinion publique, en tout cas une partie, a le sentiment qu'il y a une certaine forme d'impunité qui est consacrée, puisqu'on ne voit pas véritablement des gros poissons entre les mailles du filet. On a plutôt des vendeurs, des voleurs de poulets et puis de chèvres qui sont dans les géoles. Pendant ce temps, les délinquants à col blanc, c'est la coule douce. C'est une opinion qui est répandue. Ah oui, vous avez bien dit une opinion, parce que sur ce point aussi, il faut dire quand même que aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a pas mal de dossiers qui ont été transmis par l'ASE. Alors donc, je pense quand même que sur ce point, il y a pas mal de dossiers. Hein. Et puis, vous savez, avec la création du pôle économique, ça bouge au niveau donc de nos juridictions. D'accord. Et on reparle des émoluments des magistrats dans un contexte de remise à plat du système de rémunération des fonctionnaires de l'État. Est-ce que vous êtes d'avis que c'est, disons, les acquis engrangés qui ont ouvert la boîte de Pandore? Je ne dirais pas ça comme ça, parce que, vous savez, la question de la rémunération des magistrats n'a pas commencé sous le régime du MPP. Vous savez qu'il y a eu une réforme des indemnités en 2012 qui n'a pas pris en compte les magistrats parce que la relecture du statut de la magistrature était en cours.
Et ce qui a fait que les magistrats n'ont pas été pris en compte, justement, dans cette révalorisation qui a eu lieu à l'époque. Et le processus a continué. Et la loi organique de 2001 portant statut de la magistrature devait être programmée à la session d'octobre 2014 pour la relecture. À la suite, bien sûr, de laquelle il allait avoir les décrets d'application, naturellement aussi, les décrets qui traitent donc des indemnités des magistrats. Et il y a eu l'insurrection. Après l'insurrection, il y a eu les États généraux. Et les États généraux, parmi les recommandations, qui n'ont fait que reprendre même des recommandations qui ont toujours été faites, de revaloriser les conditions de vie et de travail des magistrats, renforcer l'indépendance de la magistrature, déconnecter le Conseil supérieur de la magistrature de l'exécutif. Ça, c'est des recommandations qui ne datent pas de la transition. Ça date de depuis longtemps. Et donc, sous la transition, quand effectivement il y a eu les États généraux, eh bien, le CNT a bien voulu accepter, franchir le Rubicon, pour demander à ce que véritablement on mette fin aux théories et qu'on en arrive à la réalité. Et c'est ce qui a justifié l'adoption de l'article 72 de la loi organique 049. Et cet article 72 dit quoi? Que les magistrats doivent être traités, avoir le même niveau de traitement que les deux autres pouvoirs. Quand les gens discutent souvent, j'ai l'impression qu'il y a le manque d'information. C'est sur la base de cette disposition, qui n'est que la reprise d'une clause du pacte national pour le renouveau de la justice, que les textes d'application ont été pris. Et ces textes-là consistaient à planir donc les rémunérations en prenant en compte la rémunération des députés, la rémunération des ministres, et à trouver un juste milieu pour situer le point de départ de la rémunération des magistrats. Et c'est sur cette base que les textes d'application ont été adoptés. Ce n'est pas le chef de l'État qui a imaginé les textes. Ça découle de la loi organique 049. Mais quand les gens discutent, on a souvent l'impression que, bon, on comprend aisément que, effectivement... En fait, aujourd'hui, les Burkinabés se posent la question, mais pour quel résultat? Oui, pour le résultat, je suis d'accord qu'il y a une exigence. Il y a une exigence qui s'impose aux magistrats et nous y travaillons. Nous y travaillons parce que vous savez que depuis évidemment l'adoption de ces textes-là, nous avons, surtout au niveau syndical, nous avons à plusieurs reprises envoyé donc des notes de sensibilisation à nos collègues pour les interpeller sur leurs responsabilités. Et si vous écoutez très bien, si vous faites un sondage dans le milieu judiciaire, vous comprendrez qu'aujourd'hui, personne ne peut s'hasarder à prendre son téléphone pour dire qu'il va appeler un magistrat parce qu'il le connaît dans le cadre d'un dossier. Parce que si vous appelez un magistrat dans le cadre d'un dossier, même le ministre de la Justice, il ne peut pas s'hasarder à le faire. Et ça, c'est déjà quelque chose. Parce que de par le passé, c'était très facile pour un ministre d'appeler un procureur ou même un juge au siège. Ça arrivait. C'était plus facile quand on connaissait le juge. Pas forcément. Pas forcément. Mais aujourd'hui, je pense quand même que sur ce point, il y a quand même une avancée significative. Alors, on reste sur cette autre grande actualité, sur la remise à plat du système de rémunération donc des fonctionnaires de l'État. La grande conférence des forces vives s'est réunie cette semaine. Votre syndicat, le SAMAB, n'y a pas participé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous avez le sentiment d'avoir fait une erreur de ne pas aller à cette table de discussion? Non, parce que je pense qu'il n'y a pas d'erreur parce que nous n'avons pas été associés dès le départ. Nous n'avons pas été associés et donc nous ne pouvions pas. On a été invités, hein, nous avons été invités pour donc la plénière, mais nous n'avons pas estimé opportun de prendre part aux travaux en raison du fait que nous n'avons pas été associés dès le départ dans le processus. Parce que je suppose que le travail sur lequel les uns et les autres se sont penchés a nécessité un travail de concertation, un travail participatif. Et à partir du moment où nous n'y avons pas pris part, il n'y avait pas de raison que nous puissions discuter sur quelque chose dont on n'a pas la maîtrise. Ça, c'est d'abord un. Deux, il se trouve qu'au départ,
quand on écoutait le ministre de la fonction publique à l'époque, M. Clément Saorgo, on comprenait que les magistrats n'étaient pas concernés, tout comme les militaires. Parce que vous savez, les magistrats et les militaires ont des statuts autonomes et donc ont toujours été mis de côté. Alors, à notre grande surprise, on s'est aperçu qu'il y a comme une sorte d'évolution qui amène à prendre en compte ceux qui au départ n'étaient pas censés être pris en compte. Alors, tout ça, ça nous a intrigués et ça nous met quand même sur nos gardes par rapport aux décisions qui sont prises. Effectivement, quand on prend le rapport de synthèse qui a été adopté, en fait, le rapport, nous n'avons que le rapport de synthèse qu'on a pu regarder, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'acquis qui risquent d'être remis en cause. Alors, on dit qu'il y a 80% des fonctionnaires qui vont en tout cas voir leur rémunération augmenter. Pendant ce temps, il y a 20% autres qui vont stagner, ou en tout cas, qui risquent de perdre un certain nombre de choses, un certain nombre d'avantages. Est-ce que, quelque part, d'un point de vue de l'équité, vous n'avez pas le sentiment que c'est quand même une bonne solution? Bon, je ne m'hasarderai pas à me prononcer comme ça parce que à partir du moment où nous n'avons pas le contenu, détaillé des différentes rubriques, des propositions qui sont faites, il est difficile pour nous d'apporter un jugement avec discernement. Mais je sais seulement que aucun syndicat n'a intérêt à ce qu'on limite ses moyens d'action. Voilà. Si je prends par exemple un seul point où on demande qu'on évite de régler les problèmes de manière sectorielle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que désormais, les syndicats autonomes qui existent donc dans les différentes structures ne pourront plus avoir de plateforme revendicative. À partir de cet instant, quel serait le rôle des syndicats autonomes? Alors, il y a des risques que l'on puisse porter atteinte à certains droits syndicaux si on y prend garde. Du reste, le vrai problème aujourd'hui, quelle que soit la pertinence donc, de ce qui a été adopté lors de ces assises, il reste à avoir l'adhésion de tous les partenaires sociaux de la fonction publique. Alors, parce que le véritable problème, c'est que beaucoup de syndicats de la fonction publique n'ont pas pris part à ces assises. Maintenant, il faut trouver le moyen de convaincre tous ces partenaires qui n'ont pas pris part que les résolutions qui ont été adoptées ne portent pas atteinte gravement aux droits syndicaux donc de toutes ces organisations. Lorsque vous analysez les conclusions de cette rencontre, est-ce que vous avez le sentiment que la remise à plat temps prônée est au rendez-vous effectivement? Bon, en fait, vous voyez, il y a des discours contradictoires. Les discours sont contradictoires de telle sorte que nous restons sur nos gardes parce que on essaie de nous faire comprendre qu'il faut respecter les quotas communautaires prévus parce que notre masse salariale va au-delà de ce qui est admis. Et donc, du même coup, on parle de révalorisation de la situation de 80% de travailleurs. Bon, ça nous amène à nous poser la question de savoir comment est-ce que nous pouvons respecter ce seuil communautaire qui est déjà dépassé et améliorer encore la situation de 80% des salariés burkinabés. Voilà pourquoi, tant que nous n'aurons pas le rapport complet pour le lire et comprendre exactement quels sont les mécanismes qui vont être utilisés pour réaliser justement ce que je pense, ce miracle, il est très difficile pour nous de pouvoir donc donner en tout cas une analyse pertinente sur cette question. Alors, sur le fonds commun notamment qui cristallisait un peu l'ensemble des passions, la solution qui a été proposée notamment, c'est de l'indexer désormais aux amendes et aux pénalités et de plafonner ce fonds commun-là à 25% de la masse salariale, en tout cas des départements qui en étaient bénéficiaires. C'est une bonne solution, c'est une mauvaise solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ce qui est dommage, c'est que les acteurs concernés n'ont pas pris part à ces discussions.
Donc quand on discute d'une question, en dehors des personnes concernées, vous convenez avec moi que c'est assez regrettable. Voilà. Et c'est sur quelle base cette appréciation a été faite? Ceux qui ont pris part à cette discussion, est-ce qu'ils sont au fait de l'histoire de ces avantages qui étaient accordés à ces travailleurs? Est-ce qu'on a mesuré l'impact réel justement de ces réaménagements sur le sort de ces travailleurs? Tout ça, c'est des interrogations. Et vous savez comme moi que beaucoup de travailleurs de ce secteur ont pris des crédits sur ce fonds commun. Quels sont les aménagements qui vont être mis en place pour permettre à ce que ces personnes ne soient pas coincées par rapport à la période à laquelle on va décider de mettre en œuvre justement cette mesure de réduction du fonds commun, qui, de mon point de vue, va entraîner une réduction significative. Est-ce que le seuil de 25% est vraiment raisonnable? Bon, tout ça, c'est des questions quand même qui méritent d'être posées, et je pense qu'il faut encore d'autres instances de discussion pour pouvoir réellement donner suite justement à ces résolutions-là. Il est aussi question de réduction du train de vie de l'État. Les ministres qui quittent le gouvernement devraient en tout cas voir les prises en charge être réduites sur une période de 3 mois au lieu de 6 mois comme ce qui se faisait d'habitude. On parle également de réduction, disons, de suppression pure et simple d'un certain nombre d'institutions de la République. Est-ce que ce sont des mesures que vous applaudissez? Oui, bien sûr. En fait, vous savez, hein, je pense que l'exemple doit être donné à partir du sommet. Et je suis certain que beaucoup de sacrifices auraient été consentis si effectivement au niveau du sommet, de façon franche, sincère et honnête, des mesures fermes étaient prises dans le sens de réduction du train de vie de l'État, à commencer par les traitements et avantages des ministres. Parce que vous savez, il y a beaucoup de pays où les avantages que gagnent peut-être les ministres burkinabés, ils n'ont pas, hein, alors que c'est des pays développés. Voilà. Donc il y a beaucoup d'avantages, par exemple, qui peuvent être remis, en fait, qui peuvent faire l'objet donc de réaménagement pour amener la population à croire en la volonté réelle donc de changement et dans la volonté réelle d'améliorer la situation économique du pays. Alors, sur le front social, le mouvement donc, des syndicats de l'économie et des finances se durcit. Il y a une grève de 48 heures qui est annoncée à partir de demain, pas de 48 heures, je veux dire de 2 semaines plus tôt, qui est annoncée à partir de demain. Comment est-ce que vous appréciez ce durcissement de position en tenant compte du fait que notamment ces syndicats reprochent au gouvernement de ne pas avoir de volonté de dialoguer? Ah oui, je l'explique simplement par l'échec du mécanisme de dialogue social qui existe aujourd'hui avec le gouvernement actuel. Il y a quand même un haut conseil de dialogue social. Oui, mais vous savez, hein, le management, ça se passe à l'échelle du département. Vous savez, la discussion, chez nous, on aime dire viens, on va s'asseoir pour discuter, c'est viens, on va faire la bagarre. Et s'asseoir, ça ne cultive pas un champ, mais ça permet de régler des problèmes. Alors, je pense que si évidemment le dialogue avait été promu dès le départ par le gouvernement, ça aurait pu éviter ces radicalisations. Et souvent le discours même tend effectivement à enflammer. Vous voyez, il y a des discours qui ne rassurent pas. Et quand effectivement on tient ce genre de discours, vous savez très bien que le monde syndical, depuis un certain temps, est vraiment dans une situation de ferveur, tout simplement parce qu'effectivement le discours actuel n'est pas un discours favorable au dialogue. Parce que les syndicats sont pris comme des adversaires. Et quand les syndicats sont pris comme des adversaires, au lieu qu'on les considère comme des partenaires, naturellement, on ne peut que constater justement ces difficultés
que l'on a. Alors, est-ce que vous direz que vous êtes solidaire, disons, des batailles engagées par la coordination des syndicats du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, notamment en ce qui concerne les revendications qui sont formulées? Le SAMAB est solidaire pour toute action syndicale pourvu que ce soit dans le cadre des lois de la République. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez en même temps qu'il y a une division quelque part des travailleurs par rapport à un certain nombre de revendications qui sont portées, notamment par les syndicats? Je n'ai pas bien perçu. Je dis, est-ce que vous avez conscience qu'il y a une certaine forme de division au sein des travailleurs par rapport à un certain nombre de revendications qui sont portées par des organisations syndicales? Tout à fait. La division est réelle. Déjà même avec le cadre qui a fini ses travaux et qui a connu la participation d'un certain nombre de syndicats, alors qu'auparavant, les syndicats parlaient d'une même voix. Quand vous avez souvenance du dialogue gouvernement-syndicat, à chaque fois, tous ces syndicats parlaient de la même voix. Mais aujourd'hui, on assiste à une division du monde syndical. Et effectivement, ce n'est pas bon en tout cas pour le monde syndical que les gens aillent en rang dispersé parce qu'on finit par se retrouver avec donc des catégorisations de syndicats pro-pouvoir, syndicats anti-pouvoir. Bon, finalement, ça déroute totalement quant aux objectifs naturels des syndicats. On termine par une question d'actualité très récente, c'est la mort d'un policier qui a été tué par des assaillants non identifiés, dans la Compiègne, et par suite de l'attaque d'un poste de contrôle de l'ONASER, l'Office national de sécurité routière. Et il y a également un assaillant qui a été abattu dans le Kulpelugo et un policier blessé. Comment est-ce que vous recevez cette information? Est-ce que ça vous touche en particulier? Je vous pose la question par rapport à cette hydre du terrorisme auquel le Burkina est confronté. Oui. Il faut dire que cette question du terrorisme est véritablement une boule que nous traînons au pied, compte tenu du fait que ces guerriers que je qualifierais de sauvages mènent une guerre asymétrique, très difficile à maîtriser. Véritablement, c'est un challenge très difficile à relever. Et je suis profondément touché de voir que malgré la volonté affichée de nos forces de sécurité, malgré les efforts du gouvernement dans le sens de renforcer les mesures, il y a toujours ces attaques qui sont perpétrées et à chaque fois, ils arrivent quand même à porter atteinte à la vie ou à atteindre donc des cibles stratégiques du pays. Je pense que peut-être avec le G5 Sahel, nous allons avoir en tout cas avoir le bout du tunnel, mais ça demande encore beaucoup d'efforts, tant au niveau des gouvernants qu'au niveau des populations. Parce que vous savez que une bonne part des stratégies dépendent de la collaboration des populations. Merci, M. Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. On s'arrête là-dessus. Merci bien. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.